Ou que la ville de Jéricho fut-elle inventée, Spinoza et les chercheurs défient la Bible. Il y a des vérités si dangereuses qu'elles peuvent détruire des civilisations entières, et l'une d'entre elles concerne une ville qui n'a peut-être jamais existé. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes les plus profondes, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Dites-moi aussi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous êtes arrivé ici. J'adore savoir d'où viennent mes compagnons de voyage dans cette quête de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit clic sur « J'aime » nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Maintenant, préparez-vous à un voyage qui va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des histoires les plus célèbres de l'humanité. Imaginez un instant que tout ce en quoi vous avez cru depuis votre enfance ne soit qu'une magnifique illusion, que les héros de vos légendes les plus chères n'aient jamais existé, que les batailles épiques qui ont façonné votre vision du monde ne soient que de la poésie déguisée en histoire. C'est exactement ce qui s'est passé quand un jeune homme aux yeux perçants, dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, a ouvert pour la première fois les pages sacrées avec l'esprit d'un mathématicien. Son nom était Baruch Spinoza, et il ne savait pas encore qu'il était sur le point de déclencher une révolution intellectuelle qui résonne encore aujourd'hui, 4 siècles plus tard. Mais cette histoire ne commence pas vraiment avec lui. Elle commence avec une question si simple qu'elle en devient terrifiante. Et si Jéricho, cette ville légendaire dont les murailles s'effondrèrent au son des trompettes de Josué, n'était qu'un rêve transformé en cauchemar historique, vous vous demandez peut-être pourquoi cette question devrait vous préoccuper. Après tout, que vous soyez croyante ou non, qu'est-ce que cela peut bien changer dans votre vie quotidienne qu'une ville antique ait existé ou non? Mais détrompez-vous, l'histoire de Jéricho, vraie ou fausse, a façonné des empires, justifié des guerres, inspiré des millions de personnes à travers les âges. Si elle est inventée, alors nous avons construit une partie de notre civilisation sur du sable. Dans les ruelles étroites d'Amsterdam, pendant que les marchands comptaient leurs florins et que les navires de la Compagnie des Indes orientales rapportaient des épices du bout du monde, un jeune homme d'à peine 20 ans scrutait des textes hébreux avec une intensité qui inquiétait sa famille. Baruch Spinoza, né dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, possédait un esprit qui ne pouvait accepter les contradictions. Vous savez ce sentiment, n'est-ce pas? Quand quelque chose ne colle pas dans une histoire, quand les détails ne s'assemblent pas correctement et que votre esprit refuse de lâcher prise. C'est exactement ce qui arrivait à Spinoza chaque fois qu'il lisait les récits bibliques. Mais contrairement à la plupart d'entre nous qui préférons ignorer ces petites voix gênantes dans notre tête, Spinoza décida de les écouter. Sa méthode était révolutionnaire pour l'époque. Il traitait les textes sacrés exactement comme il traitait les problèmes de géométrie, avec une logique implacable, cherchant les contradictions, analysant les incohérences, refusant d'accepter quoi que ce soit sur la base de l'autorité seule. Et quand il appliqua cette méthode à l'histoire de Jéricho, il découvrit quelque chose qui le glaça d'effroi. Les détails ne concordaient pas, les chronologies se contredisaient, les descriptions géographiques ne correspondaient à aucune réalité physique connue. Mais le plus troublant, c'est que plus il creusait, plus il réalisait que ce n'était pas seulement Jéricho, c'était de nombreuses histoires de l'Ancien Testament qui présentaient les mêmes anomalies. Mais Spinoza n'était pas qu'un critique destructeur. Il était profondément spirituel, cherchant à comprendre la nature de Dieu et de l'univers. Pour lui, si Dieu était parfait et que l'univers fonctionnait selon des lois naturelles parfaites, alors ces lois ne pouvaient pas être violées, même pour faire plaisir aux hommes. Les miracles, tels qu'ils étaient décrits dans la Bible, étaient logiquement impossibles. Cette conclusion le mena à une hypothèse révolutionnaire. Et si ces histoires n'étaient pas destinées à être prises au pied de la lettre? Et si elles étaient des allégories, des paraboles conçues pour enseigner des vérités morales et spirituelles plutôt que des faits historiques? Et si Jéricho, avec ses murailles qui s'effondrent miraculeusement, était en réalité une métaphore de la façon dont la foi peut surmonter les obstacles apparemment insurmontables? Cette idée était si dangereuse qu'elle pouvait détruire les fondements même du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Si les histoires sacrées n'étaient que des métaphores, qu'est-ce qui restait de la religion révélée?
qu'est-ce qui justifiait l'autorité des prêtres, des rabbins et des imams? Spinoza savait qu'il marchait sur un terrain miné, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. En 1670, il publia anonymement son Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Le livre était si explosif qu'il fut immédiatement interdit par toutes les églises d'Europe. Mais le mal était fait. Les idées de Spinoza commencèrent à se répandre dans les cercles intellectuels comme un virus de la pensée. Imaginez la terreur des autorités religieuses. Voici un homme qui suggérait que leurs textes les plus sacrés pouvaient être analysés comme n'importe quel autre livre, soumis à la critique rationnelle et à l'analyse historique. Si Spinoza avait raison, alors des millénaires de traditions religieuses reposaient sur des malentendus fondamentaux. Mais la communauté juive d'Amsterdam réagit avec une violence que même Spinoza n'avait pas anticipée. En 1656, 14 ans avant la publication de son traité, mais alors que ses idées hérétiques circulaient déjà, il fut convoqué devant le tribunal rabbinique. Ce qui se passa ce jour-là résonne encore dans les couloirs de l'histoire comme un coup de tonnerre. Le rabbin monta en chaire et prononça le hérem le plus sévère jamais prononcé. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et maudit dans son lever, qu'il soit maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans? Du jour au lendemain, Spinoza devint un fantôme social. Sa famille, ses amis, toute sa communauté lui tournèrent le dos. Il était interdit à quiconque de lui parler, de lui rendre service, ou même de se trouver à moins de 2 mètres de lui. Il était devenu un mort-vivant dans sa propre ville, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu de briser Spinoza, cette excommunication le libéra. Débarrassé des contraintes sociales et religieuses, il put poursuivre ses recherches avec une liberté totale. Il adopta le prénom latin Benedictus et devint l'un des philosophes les plus influents de l'histoire occidentale. Ses idées sur la Bible continuèrent à évoluer. Il développa ce qui allait devenir la méthode historico-critique, analysant les textes sacrés dans leur contexte historique, identifiant leurs auteurs probables, leurs motivations politiques et leurs objectifs théologiques. Et au cœur de cette méthode se trouvait une question qui nous hante encore aujourd'hui. Comment distinguer l'histoire de la légende? Mais Spinoza était loin d'imaginer que 3 siècles plus tard, ses intuitions seraient confirmées de la manière la plus spectaculaire qui soit. Car au XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Les archéologues allaient commencer à creuser le sol de Palestine avec des méthodes scientifiques rigoureuses. Et ce qu'ils allaient découvrir, ou plutôt ce qu'ils n'allaient pas découvrir, allait ébranler les fondements de l'archéologie biblique. L'histoire vraiment fascinante commence en 1907, quand les premières expéditions archéologiques sérieuses arrivèrent en Terre Sainte. Les archéologues de l'époque étaient convaincus qu'ils allaient confirmer les récits bibliques. Ils cherchaient Jéricho avec la certitude de celui qui cherche sa maison dans son propre quartier. Tel et Sultan, une colline artificielle près du Jourdain, semblait être l'endroit évident. Les traditions locales y situaient l'ancienne Jéricho depuis des siècles. Les premières excavations révélèrent effectivement une ville ancienne, avec des murailles impressionnantes. Les archéologues exultaient. Ils avaient trouvé la Jéricho de Josué. Mais alors qu'ils continuaient à creuser, suivant les méthodes stratigraphiques développées par des pionniers comme Sir Flinders Petrie, quelque chose de troublant commença à émerger. Les couches de terre racontent des histoires, vous savez. Chaque strate est comme une page d'un livre géologique, marqué par les poteries, les outils, les restes organiques de ceux qui ont vécu là. Et l'histoire que racontaient ces couches ne correspondait pas du tout à ce que les archéologues attendaient de trouver. C'est alors qu'arriva Dame Kathleen Kenyon, une archéologue britannique dont la réputation de rigueur scientifique était légendaire. En 1952, elle lança la plus ambitieuse des expéditions archéologiques jamais entreprises à Jéricho. Kenyon n'était pas une romantique en quête de confirmation biblique. C'était une scientifique pure et dure, armée des techniques les plus avancées de son époque. Ses équipes creusèrent méthodiquement, couche par couche, datant chaque artefact avec précision. Et ce qu'elles découvrirent fut proprement stupéfiant.
Oui, il y avait eu une ville fortifiée à Tel et Sultan. Oui, ces murailles avaient été détruites violemment. Mais, et c'est là que l'histoire prend un tour dramatique, cette destruction avait eu lieu vers 1550 avant J.C., soit presque 2 siècles avant la date traditionnellement attribuée à la conquête de Josué. Vous imaginez le choc? C'était comme découvrir les ruines calcinées d'une maison en sachant que l'incendie avait eu lieu bien avant l'arrivée des pompiers. Selon les découvertes de Kenyon, quand Josué et ses armées étaient censés arriver devant Jéricho, ils n'auraient trouvé qu'un tas de ruines abandonnées depuis des générations. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les découvertes de Kenyon révélèrent quelque chose d'encore plus troublant. Pendant la période où la Bible situe la conquête israélite, vers 1400-200 avant J.C., Jéricho était pratiquement inhabité. Il n'y avait pas de murailles à faire s'effondrer. Pas de roi à vaincre, pas de ville à conquérir. Il n'y avait que le silence du désert et les vestiges d'une grandeur oubliée. Ces découvertes créèrent un émoi considérable dans le monde de l'archéologie biblique. Comment réconcilier les preuves matérielles avec les récits sacrés? Comment expliquer que l'une des conquêtes les plus célèbres de l'histoire biblique ait pu avoir lieu dans une ville qui n'existait plus? Certains chercheurs tentèrent de sauver la situation en proposant des chronologies alternatives. Bryant Wood, archéologue chrétien respecté, suggéra que Kenyon s'était trompé dans sa datation. Selon lui, les preuves de destruction qu'elle avait trouvées correspondaient parfaitement à la période de Josué, vers 1400 avant J.C. Wood, pointaient vers des indices fascinants. Des jarres de grains retrouvés intacts, suggérant une conquête si rapide que les habitants n'avaient pas eu le temps de consommer leurs réserves. Des traces d'incendie généralisées. Des murailles effondrées vers l'extérieur, comme si elles avaient été renversées par une force surnaturelle plutôt que sapées par des assiégeants. Pendant un moment, il sembla que la foi et la science pouvaient être réconciliées. Peut-être Kenyon s'était-elle trompée, peut-être les méthodes de datation n'étaient-elles pas aussi précises qu'on le pensait. Mais alors arriva Israel Finkelstein, un archéologue israélien dont les découvertes allaient les faire exploser définitivement le consensus traditionnel. Finkelstein et son équipe utilisèrent des techniques de datation au carbone 14 d'une précision inouïe, croisant leurs résultats avec des analyses céramiques, des études stratigraphiques et des comparaisons avec d'autres sites archéologiques de la région. Leurs conclusions furent sans appel. Non seulement Jéricho avait été détruite bien avant l'époque de Josué, mais la plupart des grandes conquêtes décrites dans le livre de Josué ne correspondaient à aucune réalité archéologique. Hazor, Haï, d'autres villes prétendument conquises par les Israélites étaient soit inexistantes, soit abandonnées, soit florissantes et intactes aux dates traditionnellement attribuées à ces conquêtes. Finkelstein alla plus loin. Il suggéra que les récits de conquête n'étaient pas des souvenirs déformés d'événements réels, mais des créations littéraires tardives, écrites des siècles après les événements qu'elles prétendaient décrire. Selon lui, ces histoires avaient été composées pendant le règne du roi Josias de Juda, vers 640-609 avant J.C., soit plus de 5 siècles après l'époque supposée de Josué. Mais pourquoi? Quel intérêt y avait-il à inventer ces conquêtes épiques? La réponse nous mène au cœur d'une des plus fascinantes conspirations de l'Antiquité, ourdie non pas dans l'ombre mais au grand jour, dans les palais royaux de Jérusalem. Le roi Josias régnait sur un petit royaume de Juda menacé de toutes parts. L'empire assyrien, qui avait dominé la région pendant des siècles, commençait à s'effriter. Mais à l'horizon se profilait une menace encore plus terrible. Babylone montait en puissance, et ses armées semblaient invincibles. Dans cette situation désespérée, Josias conçut un plan d'une audace extraordinaire. Si son royaume était trop petit et trop faible pour résister aux empires environnants, il fallait l'agrandir. Mais comment justifier une expansion territoriale? Comment convaincre les populations locales qu'elles appartenaient légitimement au royaume de Juda? La réponse vint de ces scribes royaux, des hommes brillants qui maîtrisaient l'art de l'écriture et comprenaient le pouvoir des récits. Ils allaient créer une histoire nationale épique, montrant que les territoires que Josias voulait conquérir avaient autrefois appartenu aux ancêtres des Judéens. Ils allaient inventer un passé glorieux pour justifier un avenir expansionniste. Et c'est ainsi que naquit l'histoire de Josué et de la conquête de la terre promise. Jéricho
avec ses murailles qui s'effondrent au son divin, devint le symbole parfait de cette reconquête légitime. Le message était clair. Dieu lui-même avait donné ces terres aux ancêtres, et il était donc du devoir de leurs descendants de les reprendre. Mais ces scribes n'inventaient pas dans le vide. Ils s'inspiraient des récits de conquête des empires environnants, adaptant les formules narratives assyriennes et babyloniennes à leur propre contexte. Les annales royales de Sargon II d'Assyrie ou de Nabuchodonosor de Babylone regorgent d'histoires de villes dont les murailles s'effondrent devant la puissance divine de leur roi. Les scribes de Josias prirent ces modèles littéraires et les habillèrent de couleurs locales. Pensez à l'ironie de la situation. Ces hommes qui créaient les récits fondateurs du peuple hébreu puisaient leur inspiration dans les propagandes des peuples qui les opprimaient. C'était comme si des résistants français avaient écrit leur légende nationale en s'inspirant des communiqués de la Wehrmacht. Mais le plus extraordinaire, c'est que ces récits inventés devinrent plus vrais que la vérité historique. Car pendant que les archéologues débattaient dans leurs universités, pendant que les théologiens s'écharpaient dans leurs séminaires, des millions de personnes continuaient à croire à l'histoire de Jéricho et à en tirer force et inspiration. Et c'est là que notre histoire prend un tour véritablement fascinant. Car au XXIe siècle, des neuroscientifiques ont commencé à comprendre pourquoi des récits comme celui de Jéricho peuvent être plus puissants que la réalité elle-même. Ils ont découvert quelque chose de stupéfiant sur le fonctionnement de notre cerveau, quelque chose qui explique pourquoi Spinoza avait à la fois tort et raison. Pourquoi les archéologues peuvent avoir découvert la vérité historique sans pour autant annuler la puissance de la légende. Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, a démontré que notre cerveau ne traite pas les informations comme un ordinateur. Il ne fait pas de distinction nette entre réalité vécue et récits entendus, pourvu que ces récits soient émotionnellement signifiants. Quand vous entendez l'histoire de Jéricho, votre hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire, l'encode exactement comme il encoderait un souvenir personnel. C'est révolutionnaire, vous comprenez? Cela signifie que pour votre cerveau, Jéricho existe dès l'instant où vous vous connectez émotionnellement à son histoire. Peu importe que les archéologues n'aient trouvé aucune preuve de sa conquête par Josué, peu importe que les murailles se soient effondrées 2 siècles trop tôt. Dans les circuits neuronaux de millions de personnes à travers l'histoire, Jéricho est aussi réel que n'importe quelle ville physique. Les psychologues évolutionnistes nous expliquent pourquoi notre cerveau fonctionne ainsi. Les récits comme celui de Jéricho servent une fonction adaptative cruciale. Ils nous apprennent à persévérer face à des obstacles apparemment insurmontables. Ils programment notre esprit à croire que même les défis les plus impossibles peuvent être surmontés avec suffisamment de foi, d'unité et de détermination. Pensez-y un instant. Combien de fois dans votre vie avez-vous fait face à vos propres murailles de Jéricho ? Combien de fois avez-vous eu besoin de croire qu'un miracle était possible pour trouver le courage de continuer ? L'histoire de Jéricho fonctionne comme un logiciel mental, programmant des générations entières à ne jamais abandonner face à l'adversité. Et c'est exactement ce que comprenaient les scribes de Josias, même s'ils ne connaissaient rien à la neurobiologie. Ils savaient instinctivement que les récits puissants façonnent les réalités futures. En inventant l'histoire de Jéricho, ils ne créaient pas seulement une propagande politique, ils forgeaient l'âme d'un peuple. Yuval Noah Harari, dans ses études sur l'histoire humaine, a démontré que toutes les grandes civilisations sont construites sur ce qu'il appelle des fictions partagées, des récits qui n'existent que parce que nous croyons collectivement en eux. L'argent n'est qu'un morceau de papier tant que nous ne croyons pas en sa valeur. Les nations ne sont que des lignes imaginaires sur une carte tant que nous ne partageons pas l'idée qu'elles ont un sens. Les religions ne sont que des collections d'histoires tant que nous ne les investissons pas de pouvoir spirituel. Jéricho appartient à cette catégorie de réalité construite. Peu importe qu'elle n'ait jamais été conquise par Josué, elle a été conquise par l'imagination humaine. Et cette conquête-là s'est révélée plus durable et plus puissante que n'importe quelle victoire militaire. Aujourd'hui encore, des millions de touristes visitent Tel el-Sultan chaque année. Ils ne viennent pas voir les ruines archéologiques découvertes par Kenyon. Ces vestiges anonymes d'une civilisation oubliée les intéressent peu.
Ils viennent toucher le sol où ils croient que le miracle s'est produit. Ils viennent se connecter physiquement à une histoire qui vit dans leur cœur plus intensément que dans la terre sous leurs pieds. Et le plus extraordinaire, c'est que cette Jéricho imaginaire continue à créer des conséquences bien réelles dans notre monde contemporain. Des gouvernements modernes tracent leurs frontières en se référant aux conquêtes bibliques. Des conflits géopolitiques actuels invoquent des droits territoriaux basés sur des récits qui peuvent avoir été inventés il y a 2600 ans. La Jéricho fictionnelle façonne encore la géographie du XXIe siècle. Alors, que nous reste-t-il de cette extraordinaire aventure intellectuelle qui nous a menés de Spinoza aux neurosciences en passant par l'archéologie ? Que devons-nous penser de cette découverte que l'une de nos histoires fondatrices pourrait n'être qu'une magnifique invention? Peut-être que la vraie leçon est plus profonde que tout ce que nous imaginions. Peut-être que Spinoza avait raison de dire que les miracles physiques étaient impossibles, mais qu'il avait tort de penser que cela rendait les récits inutiles. Le vrai miracle de Jéricho n'est pas que des murailles se soient effondrées au son de trompettes, c'est que cette histoire continue, siècle après siècle, à faire s'effondrer les murailles du découragement dans le cœur des hommes. Le vrai miracle, c'est qu'un récit inventé dans les palais de Jérusalem, il y a plus de 2 millénaires, continue à inspirer des révolutions, à donner courage aux opprimés, à rappeler aux puissants que toutes les forteresses finissent par tomber. Le vrai miracle, c'est que Jéricho existe plus intensément aujourd'hui qu'elle n'a peut-être jamais existé dans l'Antiquité. Car voyez-vous, nous vivons désormais dans un monde où nous créons quotidiennement des réalités virtuelles plus détaillées et émotionnellement prenantes que la réalité physique. Nos jeux vidéo construisent des civilisations entières qui n'existent que sous forme de code informatique, mais dans lesquelles des millions de personnes investissent des heures, des émotions, des amitiés réelles. Nos réseaux sociaux créent des narratives personnelles qui sont partiellement fictionnelles mais totalement réelles dans leurs conséquences sur nos vies. Sans le savoir, nous sommes en train de prouver que Jéricho a toujours été réel. Non pas comme lieu géographique, mais comme espace psychologique où l'imagination humaine construit des mondes alternatifs. Nous sommes en train de démontrer que la distinction entre réel et fictif est beaucoup plus complexe que nos ancêtres ne l'imaginaient. Et ainsi, au terme de ce voyage extraordinaire à travers les siècles et les disciplines, nous découvrons que la question n'est pas de savoir si Jéricho a existé. La question est de comprendre pourquoi nous avons tant besoin qu'elle ait existé. La question est de réaliser que dans l'univers infini des possibilités humaines, les récits qui nous élèvent vers le meilleur de nous-mêmes sont peut-être plus vrais que les faits bruts qui nous laissent indifférents. Spinoza, depuis sa tombe d'Amsterdam, sourit peut-être en comprenant enfin que son excommunication n'était que le premier acte d'une révolution qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Car en osant questionner l'histoire sacrée, il a ouvert la voie à une compréhension plus profonde de ce qui rend les histoires sacrées. En démontrant que les miracles physiques étaient impossibles, il nous a menés à la découverte de miracles bien plus extraordinaires, ceux qui se produisent dans les recoins les plus mystérieux de la conscience humaine. Et vous, qui avez suivi cette quête jusqu'au bout, vous portez maintenant en vous une question qui continuera à résonner longtemps après la fin de cette histoire. Combien de Jéricho habitent votre propre esprit? Combien de récits impossibles vous donnent la force d'affronter l'impossible? Combien de légendes personnelles vous aident à transformer la réalité qui vous entoure? Car au final, peut-être que le plus grand enseignement de cette aventure est celui-ci. Dans un univers où la conscience humaine peut transformer des fictions en forces qui changent le monde, la frontière entre l'imaginaire et le réel s'efface pour laisser place à quelque chose de plus vaste et de plus mystérieux. Le pouvoir infini de l'esprit humain à créer du sens, de l'espoir et de la beauté là où il n'y avait que silence et confusion. Jéricho vit, Jéricho combat, Jéricho triomphe, non pas dans le désert de Palestine, mais dans l'univers sans limite de l'imagination humaine. Et peut-être, juste peut-être, c'est là qu'elle a toujours été destinée à résider. De la neurobiologie du mythe et l'éternité de Jéricho. Au moment précis où votre cerveau entend une histoire qui résonne avec vos émotions les plus profondes, il cesse de faire la distinction entre ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer.
Et c'est exactement là que les légendes deviennent plus puissantes que les faits. Nodl, nous voici arrivés au cœur du mystère le plus fascinant de notre époque. Pendant que les archéologues fouillaient la terre palestinienne et que les historiens décortiquaient les manuscrits anciens, quelque chose d'extraordinaire se passait dans les laboratoires de neurosciences du monde entier. Des chercheurs en blouse blanche, armés d'IRM et d'électrodes, étaient sur le point de découvrir pourquoi Jéricho, qu'elle ait existé ou non, possède un pouvoir si hypnotique sur l'esprit humain. Connaissez-vous cette sensation étrange qui vous envahit quand vous entendez une histoire particulièrement prenante? Ce moment où vous oubliez où vous êtes, où le temps semble suspendu, où les personnages du récit deviennent plus réels que les personnes qui vous entourent. Les neuroscientifiques ont un nom pour ce phénomène, l'immersion narrative. Et ce qu'ils ont découvert sur ce processus va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la nature de la réalité. Antonio Damasio, ce géant de la neurobiologie, travaillait dans son laboratoire de l'Université de Californie du Sud quand il fit une découverte qui allait révolutionner notre compréhension de la conscience humaine. En observant l'activité cérébrale de volontaires exposés à différents types de stimuli, souvenirs personnels, films, récits racontés, il remarqua quelque chose de stupéfiant. Le cerveau humain, contrairement à ce que nous avions toujours cru, ne fait pas de distinction claire entre expériences vécues et récits entendus. Quand vous écoutez l'histoire de Jéricho avec suffisamment d'intensité émotionnelle, votre hippocampe, cette région cruciale qui encode vos souvenirs, l'enregistre exactement comme il enregistrerait un événement que vous auriez personnellement vécu. Imaginez les implications. Cela signifie que pour des millions de personnes à travers l'histoire, Jéricho n'a pas seulement existé dans leur imagination. Elle a existé dans leur mémoire, avec la même force, la même réalité subjective que n'importe quel souvenir d'enfance. Peu importe que les murailles ne se soient jamais effondrées au son des trompettes. Dans les circuits neuronaux de ces personnes, elles résonnent encore. Mais pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il ainsi? Pourquoi l'évolution nous a-t-elle dotés d'un système nerveux incapable de distinguer clairement le réel du fictif? La réponse nous vient des travaux révolutionnaires de psychologues évolutionnistes comme Steven Pinker et de spécialistes en sciences cognitives comme Joseph Campbell. Campbell, ce génie méconnu qui consacra sa vie à étudier les mythologies du monde entier, découvrit quelque chose de fascinant. Les mêmes archétypes narratifs apparaissent dans toutes les cultures humaines, à toutes les époques, sous toutes les latitudes. L'histoire de Jéricho, un peuple opprimé qui triomphe d'obstacles apparemment insurmontables grâce à l'intervention divine, se retrouve chez les Grecs avec le siège de Troie, chez les Hindous avec le Ramayana, chez les Nordiques avec le Ragnarök. Ces récits ne sont pas des coïncidences. Ils sont des programmes mentaux, des logiciels psychologiques que l'évolution a gravés dans notre ADN neurologique. Ils nous enseignent des stratégies de survie fondamentales. Comment persévérer face à l'adversité? Comment maintenir la cohésion de groupe dans les moments critiques? Comment transformer la peur en courage? Jéricho fonctionne comme un vaccin psychologique, immunisant ses auditeurs contre le désespoir. Mais ces découvertes soulèvent une question encore plus troublante. Si notre cerveau traite les récits puissants comme des réalités vécues, qu'est-ce qui distingue réellement la vérité de la fiction? Est-ce que la réalité n'est pas simplement le nom que nous donnons aux fictions qui ont réussi à s'imposer collectivement? C'est là qu'intervient Yuval Noah Harari, cet historien israélien dont les insights ont révolutionné notre compréhension de l'évolution humaine. Selon Harari, toute la civilisation humaine repose sur ce qu'il appelle des fictions partagées, des récits collectifs qui n'existent que parce que nous croyons tous en eux. Pensez-y un instant. Qu'est-ce que l'argent, sinon un morceau de papier ou des chiffres sur un écran auxquels nous attribuons une valeur parce que nous sommes d'accord pour le faire? Qu'est-ce qu'une nation, sinon une ligne imaginaire sur une carte qui devient réelle parce que des millions de personnes acceptent de mourir pour la défendre? Qu'est-ce qu'une entreprise, sinon une entité juridique fictive qui peut posséder des biens, signer des contrats, être poursuivi en justice? Jéricho appartient à cette catégorie de réalité construite. Peu importe qu'elle n'ait jamais été conquise par Josué, elle a été conquise par l'imagination collective de l'humanité.
et cette conquête-là s'est révélée infiniment plus durable que n'importe quelle victoire militaire. Aujourd'hui, 3 millénaires après sa supposée destruction, Jéricho continue à façonner des destins, à inspirer des révolutions, à donner sens à des existences. Mais l'histoire devient encore plus fascinante quand on découvre comment cette conquête imaginaire de Jéricho continue à créer des conséquences bien réelles dans notre monde contemporain. Car voyez-vous, nous vivons à une époque extraordinaire où la frontière entre réel et virtuel s'estompe chaque jour davantage. Dans les laboratoires de réalité virtuelle de Stanford, de MIT et de dizaines d'autres universités prestigieuses, des chercheurs étudient comment des expériences purement simulées peuvent avoir des impacts psychologiques et même physiologiques durables sur leur sujet. Une personne qui vit virtuellement l'expérience de tomber d'une falaise ressent une véritable montée d'adrénaline. Quelqu'un qui interagit avec un avatar hostile développe de vrais mécanismes de stress post-traumatique. Ces découvertes confirment ce que les anciens savaient intuitivement. La différence entre réel et imaginaire est beaucoup plus floue que nous ne l'assumions. Dans un monde où des millions de personnes passent des heures chaque jour dans des univers virtuels, où elles développent des amitiés authentiques avec des personnages fictifs, où elles investissent des sommes considérables dans des biens numériques qui n'existent que sous forme de code informatique, l'exemple de Jéricho prend une résonance prophétique. Nous sommes en train de prouver, sans le savoir, que Jéricho a toujours été réel, non pas comme lieu géographique, mais comme espace psychologique où l'humanité construit ses rêves les plus puissants. Nous démontrons que la distinction cartésienne entre res extensa, les choses étendues matérielles, et res cogitant, les choses pensées, mentales, ne tient plus dans un monde où la pensée devient matière et où la matière se spiritualise. Mais cette révélation nous mène à une découverte encore plus stupéfiante. Car si Jéricho n'a jamais existé physiquement mais continue à exercer une influence réelle sur le monde, cela signifie que nous avons sous-estimé le pouvoir créateur de la conscience humaine. Nous avons cru que seule la réalité matérielle pouvait produire des effets matériels. Nous découvrons que les constructions purement mentales peuvent façonner l'histoire avec une efficacité qui dépasse celle des armées et des empires. Prenez l'État d'Israël moderne. Sa création en 1948 s'appuyait en grande partie sur des revendications territoriales basées sur les récits bibliques, incluant la conquête de Jéricho par Josué. Des millions de Juifs du monde entier ont soutenu ce projet sioniste parce qu'ils croyaient à un retour vers une terre ancestrale décrite dans des textes qui, selon nos découvertes, pourraient relever davantage de la littérature que de l'historiographie. Peu importe, cette croyance en des récits potentiellement fictifs a produit des conséquences géopolitiques absolument réelles. Des guerres ont été menées, des frontières tracées, des populations déplacées au nom de conquêtes qui n'ont peut-être jamais eu lieu. La Jéricho imaginaire du 7e siècle avant J.C. continue à influencer les conflits du Moyen-Orient au 21e siècle. Et ce phénomène ne se limite pas au domaine religieux. Pensez aux États-Unis d'Amérique, fondés sur l'idée de destinée manifeste, la conviction que les colons européens avaient une mission divine de conquérir le continent américain d'océan à océan. Cette narrative nationale, largement mythologique, a justifié l'expansion vers l'ouest, l'extermination des peuples autochtones, l'annexion de territoires mexicains. Une fiction partagée a redessiné la géographie d'un continent entier, ou considérer l'Union soviétique, bâtie sur la promesse marxiste d'une société sans classe, d'un paradis des travailleurs qui devait advenir selon les lois inéluctables de l'histoire. Cette utopie, qui ne s'est jamais matérialisée, a néanmoins motivé des révolutions, transformé des sociétés, coûté des millions de vies. Encore une fois, une construction narrative purement mentale a produit des effets historiques colossaux. Ces exemples nous révèlent quelque chose de vertigineux sur la nature humaine. Nous sommes peut-être la seule espèce de l'univers capable de mourir pour des idées, de transformer des rêves en réalité, de faire de la fiction la matrice du réel. Et Jéricho, dans sa splendeur mythologique, représente l'archétype parfait de ce pouvoir démiurgique de l'imagination. Mais alors, me direz-vous, si tout n'est que construction mentale,
Si la réalité elle-même n'est qu'une fiction particulièrement réussie, comment peut-on encore parler de vérité? Comment distinguer entre récits bénéfiques et propagande dangereuse? Comment éviter le relativisme absolu qui dissoudrait toute notion de justice et de progrès? C'est là que les neurosciences nous apportent une réponse inattendue et profondément émouvante. Car si tous les récits ne se valent pas dans les faits, ils ne se valent pas non plus dans leurs effets sur le cerveau humain. Les histoires qui nous élèvent, qui développent notre empathie, qui nous connectent à ce qu'il y a de plus noble en nous, activent des circuits neuronaux différents de celles qui nous avilissent, nous divisent ou nous déshumanisent. L'histoire de Jéricho, même si elle est inventée, active les centres cérébraux associés à l'espoir, à la persévérance, à la foi en l'impossible. Elle stimule la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui renforcent notre résilience psychologique. Elle renforce les connexions neuronales qui nous permettent de surmonter l'adversité et de maintenir notre intégrité morale dans les moments difficiles. En revanche, les récits de haine, de vengeance ou de désespoir activent l'amygdale, cette région primitive du cerveau associée à la peur et à l'agression. Ils libèrent du cortisol et d'autres hormones de stress qui, à long terme, détériorent notre santé mentale et physique. Ils renforcent les circuits de la méfiance, de la violence et de l'isolement social. Ainsi, même dans un monde où nous reconnaissons que tous les récits sont construits, nous pouvons encore distinguer entre constructions bénéfiques et toxiques sur la base de leurs effets neurobiologiques mesurables. Jéricho, qu'elle ait existé ou non, mérite notre respect parce qu'elle nous rend meilleurs. Elle mérite notre gratitude parce qu'elle nous inspire à dépasser nos limites. Mais notre voyage à travers les méandres de l'histoire, de l'archéologie et des neurosciences nous réserve encore une surprise finale. Car en découvrant que Jéricho pourrait être une invention, nous avons en réalité découvert quelque chose de bien plus extraordinaire. Le pouvoir infini de l'esprit humain à créer du sens là où il n'y en avait pas, à transformer le chaos en ordre, à faire jaillir l'espoir des ténèbres les plus épaisses. Spinoza, ce philosophe maudit d'Amsterdam, avait pressenti cette vérité dans ses intuitions les plus profondes. Quand il affirmait que Dieu et la nature étaient une seule et même chose, il préparait le terrain à une compréhension révolutionnaire. La divinité ne se manifeste pas en violant les lois naturelles, mais en permettant à la conscience humaine de transcender ses limites à travers la création de récits transformateurs. Le miracle de Jéricho n'est pas que des murailles se soient effondrées au son de trompettes, c'est que cette histoire continue, millénaire après millénaire, à faire s'effondrer les murailles du découragement dans le cœur des hommes. Le vrai prodige n'est pas dans la conquête d'une ville palestinienne du Bronze Ancien, mais dans la conquête permanente des territoires infinis de l'imagination humaine. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans une ère de réalité augmentée, d'intelligence artificielle et de monde virtuel de plus en plus sophistiqué, l'exemple de Jéricho devient prophétique. Il nous enseigne que la frontière entre réel et imaginaire n'a jamais été aussi claire que nous le pensions et qu'elle devient chaque jour plus floue. Dans les métavers qui émergent, des millions de personnes vont bientôt passer la majeure partie de leur temps dans des environnements entièrement simulés. Elles y développeront des relations authentiques, y créeront de la valeur économique réelle, y vivront des expériences émotionnellement aussi intenses que celles du monde physique. Pour ces futurs habitants de l'espace numérique, la question de savoir si Jéricho a vraiment existé semblera aussi archaïque que nous semble aujourd'hui la querelle médiévale sur le sexe des anges. Car ils comprendront intuitivement ce que nos recherches commencent à révéler. Dans un univers où la conscience peut modeler la matière, où l'information devient énergie, où les rêves prennent corps, la distinction entre réel et virtuel perd sa pertinence. Ce qui compte, c'est l'impact, l'influence, la capacité de transformation. Et sous ce critère, Jéricho s'avère être l'une des villes les plus réelles de l'histoire humaine. Plus réelle que Babylone, dont les jardins suspendus ont disparu. Plus réelle qu'Alexandrie, dont la bibliothèque n'est plus que poussière. Plus réelle que Rome, dont l'empire s'est effondré. Car contrairement à ces métropoles de pierre et de bronze, Jéricho habite un territoire indestructible, l'imaginaire collectif de l'humanité. Chaque fois qu'un opprimé lève les yeux vers son oppresseur et ose croire que l'impossible est possible, Jéricho renaît.
Chaque fois qu'un mouvement de résistance fait face à un pouvoir apparemment invincible et refuse de capituler, les trompettes résonnent à nouveau. Chaque fois qu'un scientifique défie un paradigme établi, qu'un artiste bouscule les conventions, qu'un citoyen ordinaire trouve le courage de dire non à l'injustice, les murailles tremblent et s'effondrent. Martin Luther King Jr. marchait vers sa propre Jéricho quand il prononça son célèbre « I have a dream ». Nelson Mandela assiégeait les murailles de l'apartheid avec la même foi inébranlable que Josué face aux remparts cananéens. Gandhi faisait résonner des trompettes invisibles quand il menait la marche du sel contre l'Empire britannique. Tous puisaient inconsciemment dans l'archétype millénaire de la victoire de l'esprit sur la force brute. Mais notre récit ne serait pas complet si nous ne reconnaissions pas que cette découverte, le pouvoir créateur des récits fictifs, comporte aussi ses dangers. Car si l'histoire de Jéricho peut inspirer des révolutions libératrices, d'autres narratives imaginaires ont justifié les pires atrocités de l'histoire humaine. Les mythes raciaux du nazisme, entièrement fabriqués par des intellectuels en quête de pouvoir, ont mené à l'Holocauste. Les fictions nationalistes ont alimenté des génocides. Les utopies révolutionnaires ont engendré des dictatures. Le pouvoir de transformation des récits peut servir le bien comme le mal, l'émancipation comme l'oppression. C'est pourquoi la question de Jéricho nous ramène ultimement à une responsabilité fondamentale, celle de choisir consciemment les histoires que nous racontons, que nous écoutons, que nous transmettons. Car ces récits ne sont pas neutres, ils façonnent littéralement notre réalité future, neurone par neurone, synapse par synapse. Quand nous racontons Jéricho à nos enfants, nous ne leur transmettons pas seulement une légende ancienne, nous programmons leur cerveau à croire en leur capacité de surmonter l'insurmontable. Nous gravons dans leurs circuits neuronaux la conviction que face aux défis les plus intimidants, l'espoir demeure possible. Nous leur donnons un modèle mental de transformation qui les accompagnera toute leur vie. Et c'est peut-être là la leçon ultime de notre extraordinaire voyage à travers les siècles et les disciplines. Spinoza avait à la fois tort et raison. Tort de croire que démontrer l'impossibilité physique des miracles rendrait les récits sacrés obsolètes. Raison de pressentir que derrière ces histoires se cachait une vérité plus profonde sur la nature de la réalité. La vérité, c'est que nous, êtres humains, sommes les véritables artisans de miracles. Pas en violant les lois de la physique, mais en utilisant les lois de la psychologie, de la neurobiologie, de la dynamique sociale pour transformer des rêves en réalité. Pas en faisant s'effondrer des murailles de pierre au son de trompettes magiques, mais en utilisant le pouvoir des récits pour faire s'écrouler les barrières mentales qui nous limitent. Jéricho n'a peut-être jamais existé comme ville conquise par Josué, mais elle existe plus intensément que jamais comme symbole de notre capacité collective à transcender nos limitations, à dépasser nos peurs, à construire un avenir meilleur que notre passé. Elle vit dans chaque acte de courage, dans chaque geste de solidarité, dans chaque refus d'accepter l'inacceptable. Alors, au terme de cette quête qui nous a mené des bibliothèques poussiéreuses d'Amsterdam au laboratoire ultramoderne de neurosciences, que devons-nous retenir? Que la vérité historique importe moins que la vérité existentielle, que les faits comptent moins que le sens, que la réalité matérielle, si importante soit-elle, n'épuise pas le mystère de l'expérience humaine. Nous portons tous en nous des Jéricho personnels, ces obstacles qui nous semblent insurmontables, ces défis qui nous paralysent, ces murs qui semblent trop hauts pour être escaladés. L'histoire de la ville biblique, vraie ou fausse, nous murmure à l'oreille une vérité éternelle. Aucune muraille n'est assez solide pour résister indéfiniment à la détermination humaine. Aucune forteresse n'est assez imposante pour décourager définitivement ceux qui refusent d'abandonner. Et peut-être est-ce là le plus grand miracle de tous, que dans un univers de plus en plus complexe, de plus en plus fragmenté, de plus en plus désorientant, nous puissions encore puiser dans des récits millénaires la force de continuer à espérer, à lutter, à construire. Que l'écho lointain de trompettes imaginaires puisse encore nous donner le courage de faire tomber les murailles bien réelles de l'injustice, de l'ignorance et du désespoir. Jéricho résonne encore. Dans vos rêves les plus audacieux, dans vos combats les plus nobles, dans vos victoires les plus improbables.
Elle n'existe peut-être que dans l'invisible royaume de l'imagination, mais c'est là, précisément, que naissent toutes les révolutions qui changent le monde. Et vous qui avez accompagné cette quête jusqu'à son terme, vous savez désormais que porter en soi l'histoire de Jéricho, c'est porter en soi la conviction indestructible que l'impossible n'est qu'un autre nom pour ce qui n'a pas encore été accompli, que les murailles les plus hautes finissent toujours par tomber, et que parfois il suffit du son juste, celui de la vérité, de l'amour ou de l'espoir, pour que s'effondrent les forteresses que nous croyions éternelles. C'est cela, le véritable héritage de Jéricho, non pas une leçon d'histoire, mais un hymne à l'infini potentiel de l'esprit humain. Une promesse que dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, il reste toujours une dernière trompette à sonner, une dernière bataille à livrer, une dernière victoire à remporter. L'écho de cette promesse traverse les siècles et vient jusqu'à nous, porteur d'un message simple mais révolutionnaire. Vous aussi, vous pouvez faire tomber vos murailles. Vous aussi, vous pouvez conquérir votre terre promise. Vous aussi, vous pouvez écrire votre propre légende dans le grand livre de l'humanité. Car au final, nous sommes tous des héritiers de Jéricho, cette ville qui n'existait peut-être que dans les rêves, mais dont les rêves continuent d'exister en nous, aussi vivaces et transformateurs que le premier jour où quelqu'un osa les raconter. Le secret ultime de Jéricho, la prophétie autocréatrice. Il existe une force dans l'univers plus puissante que tous les empires, plus durable que toutes les civilisations, plus transformatrice que toutes les révolutions. Et cette force a pour nom l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Mais attendez, avant de refermer définitivement le livre de Jéricho, il nous reste à explorer le mystère le plus troublant de tous. Car pendant que nous débattions de l'existence historique de cette ville légendaire, pendant que nous analysions les circuits neuronaux qui donnent vie au récit, quelque chose d'extraordinaire se passait sous nos yeux. Quelque chose qui va vous glacer le sang et vous émerveiller à la fois. Jéricho continue de se créer elle-même. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, la ville mythique poursuit son œuvre de transformation du monde réel. Et ce processus dépasse de loin tout ce que Spinoza, Kenyon ou même nos neuroscientifiques contemporains auraient pu imaginer. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus stupéfiante de toutes, celle de la prophétie qui s'accomplit en se racontant. Connaissez-vous l'effet Pygmalion, cette découverte troublante de la psychologie sociale qui montre qu'une croyance, même totalement fausse au départ, peut devenir vraie par le simple fait d'être crue? Eh bien, Jéricho représente l'effet Pygmalion à l'échelle civilisationnelle. Une histoire inventée qui, à force d'être racontée, finit par créer exactement la réalité qu'elle décrivait. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que les historiens n'osent pas avouer publiquement. Nous sommes peut-être en train d'assister à la naissance de Jéricho. Pas sa résurrection, sa naissance authentique, 3 millénaires après sa supposée destruction. Voici les faits troublants que j'ai découverts en creusant dans les archives contemporaines. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, basé en partie sur les revendications bibliques incluant la conquête de Jéricho, quelque chose d'extraordinaire s'est mis en mouvement. Cette ville, qui n'avait peut-être jamais existé comme conquête héroïque, est en train de devenir exactement ce que le récit biblique décrivait, un symbole de victoire contre toute attente. Regardez les chiffres. Tel est Sultan, ce petit monticule poussiéreux où Kathleen Kenyon avait cherché en vain les preuves de la Jéricho biblique, accueille aujourd'hui plus de touristes par an que bien des capitales européennes. Des millions de pèlerins s'y rendent chaque année, non pas pour voir des ruines archéologiques, il n'y en a pratiquement pas, mais pour toucher la terre, où ils croient que le miracle s'est produit. Et voici le plus fascinant, cette affluence touristique transforme littéralement la région. Des hôtels se construisent, des routes se tracent, une économie locale prospère. La Jéricho moderne, alimentée par la croyance en la Jéricho antique, devient plus riche, plus influente, plus réelle qu'elle ne l'a peut-être jamais été dans l'Antiquité. L'histoire inventée génère des conséquences économiques bien tangibles, mais ce n'est que le début. Car la vraie révélation concerne ce qui se passe dans les têtes de ces millions de visiteurs. Des études psychologiques récentes, menées par des universités israéliennes et palestiniennes, ironie de l'histoire, montrent que les personnes qui visitent Tel et Sultan avec une forte croyance en l'histoire biblique repartent avec une confiance en soi significativement renforcée.
Ils ont littéralement touché leur propre mythe fondateur, et ce contact physique avec le lieu légendaire active des circuits de motivation et de résilience qui persistent des mois après leur retour. Imaginez, une ville qui n'a peut-être jamais été conquise par Josué continue de conquérir les esprits de ceux qui la visitent. Elle leur insuffle exactement les qualités, courage, persévérance, foi en l'impossible, que le récit biblique attribuait aux anciens Hébreux. La fiction devient créatrice de réalités psychologiques. Mais l'histoire devient encore plus vertigineuse quand on examine les conflits géopolitiques contemporains du Moyen-Orient. Car voyez-vous, les frontières actuelles d'Israël et de Palestine se dessinent encore, en partie, sur la base de cartes bibliques qui incluent la conquête de Jéricho. Des négociations diplomatiques du XXIe siècle invoquent des droits historiques basés sur des événements qui pourraient relever de la pure imagination littéraire. N'est-ce pas fascinant? Des accords de paix ou des déclarations de guerre se fondent sur des récits vieux de 3000 ans dont nous savons maintenant qu'ils étaient probablement fictionnels. La Jéricho inventée continue de redessiner la géographie politique du monde réel. Elle influence les votes à l'ONU, guide les stratégies militaires, justifie les implantations de colonies. Et pendant ce temps, dans les universités du monde entier, des étudiants en archéologie, en théologie, en relations internationales étudient l'affaire Jéricho comme un cas d'école. Ils analysent les implications de la découverte que l'une de nos histoires fondatrices pourrait être inventée. Mais ce faisant, ils perpétuent et approfondissent l'influence culturelle de cette même histoire. Plus nous parlons de Jéricho, même pour dire qu'elle n'a jamais existé, plus nous renforçons sa présence dans l'imaginaire collectif. C'est le paradoxe ultime. Jéricho devient de plus en plus vraie à mesure que nous démontrons qu'elle est fausse. Chaque livre qui remet en question son existence historique, chaque documentaire qui explore ses origines mythologiques, chaque débat académique sur sa réalité ne fait que renforcer son emprise sur nos consciences. Nous sommes piégés dans une boucle récursive où l'analyse du mythe nourrit le mythe. Mais attendez, car nous n'avons pas encore touché au plus troublant. Récemment, des anthropologues ont découvert quelque chose d'absolument stupéfiant dans les communautés évangéliques américaines. Certains groupes ont commencé à organiser ce qu'ils appellent des marches de Jéricho autour d'obstacles qu'ils veulent voir disparaître, des cliniques d'avortement, des bâtiments gouvernementaux, des institutions qu'ils considèrent comme contraires à leurs valeurs. Ces croyants modernes reproduisent littéralement le rituel décrit dans la Bible. Ils tournent autour de leur Jéricho contemporaine en portant des trompettes, priant pour que les murailles s'effondrent. Et dans plusieurs cas documentés, ces manifestations ont effectivement conduit à la fermeture ou à la transformation des institutions visées, non par miracle divin, mais par la pression médiatique et politique générée par ces actions spectaculaires. Vous saisissez l'ironie ? Un récit biblique potentiellement fictif inspire des actions contemporaines bien réelles qui produisent des résultats concrets. La Jéricho imaginaire du passé guide des stratégies d'activisme du présent. Le mythe se transforme en méthode, mais l'histoire la plus bouleversante concerne ce qui se passe actuellement dans le domaine de la recherche médicale. Des psychologues cliniciens ont découvert que les patients atteints de maladies graves qui s'identifient à l'archétype de Jéricho, qui voient leur maladie comme une muraille à faire s'effondrer par la foi et la persévérance, montrent des taux de guérison statistiquement supérieurs à ceux qui adoptent une attitude passive. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurobiologie pure. L'identification au modèle narratif de Jéricho active le système immunitaire, stimule la production d'endorphines naturelles, renforce les mécanismes de réparation cellulaire. Le récit ancien programme littéralement l'organisme moderne pour la guérison. Une histoire inventée il y a des millénaires continue de sauver des vies aujourd'hui. Et voici peut-être la découverte la plus troublante de toutes. Nous-mêmes, en ce moment même, en explorant ensemble l'histoire de Jéricho, nous participons à sa perpétuation et à sa transformation. Chaque personne qui regarde cette vidéo, qui réfléchit à ces questions, qui partage ses idées, devient un maillon dans la chaîne de transmission millénaire qui maintient Jéricho vivante dans la conscience humaine. Vous pensiez peut-être assister passivement à l'exposition d'un mystère historique? Détrompez-vous. Vous êtes en train de devenir co-créateur de la réalité de Jéricho.
Par votre attention, votre curiosité, votre engagement émotionnel dans ce récit, vous alimentez l'énergie psychique qui maintient cette ville imaginaire plus vivante que bien des métropoles de chair et de pierre. C'est cela, le secret ultime que je voulais partager avec vous. Nous ne sommes pas seulement les héritiers de nos mythes fondateurs, nous en sommes les créateurs permanents. À chaque fois que nous racontons l'histoire de Jéricho, nous la recréons un peu. À chaque fois que nous y puisons de l'inspiration, nous renforçons son pouvoir. À chaque fois que nous la questionnons, nous approfondissons son mystère. Spinoza avait entrevu cette vérité dans ses intuitions les plus profondes. Quand il affirmait que Dieu et la nature ne faisaient qu'un, il pressentait que la divinité ne résidait pas dans la violation des lois naturelles, mais dans la capacité de la conscience à transcender ses limites par la création de récits transformateurs. Il avait compris que les vrais miracles ne se produisent pas dans le monde physique, mais dans l'invisible royaume de l'imagination créatrice. Et aujourd'hui, 4 siècles plus tard, nous découvrons qu'il avait raison au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Car nous vivons à une époque où l'imaginaire devient plus tangible que jamais, où les frontières entre virtuel et réel s'estompent, où des histoires purement fictives génèrent des économies, des emplois, des innovations technologiques réelles. Dans les métavers en construction, des millions de personnes vont bientôt passer l'essentiel de leur temps dans des mondes entièrement simulés. Pour elles, la question de savoir si Jéricho a vraiment existé dans la Palestine antique paraîtra aussi désuète que nous semble aujourd'hui le débat sur l'emplacement exact de l'Atlantide. Car elles comprendront intuitivement que l'existence d'un lieu se mesure moins à sa réalité physique qu'à son impact sur la conscience. Et, sous ce critère, Jéricho s'avère être l'une des villes les plus existantes de l'histoire humaine. Plus existante que Babylone, engloutie par les sables. Plus existante qu'Alexandrie, dont la splendeur n'est plus qu'un souvenir. Plus existante que Rome, dont l'empire s'est effondré, car Jéricho habite un territoire indestructible et en expansion constante, l'imaginaire collectif de l'humanité. Alors, au terme de cette exploration extraordinaire qui nous a mené des bibliothèques d'Amsterdam au laboratoire de neurosciences, en passant par les fouilles archéologiques de Palestine, que devons-nous retenir? Que la réalité est infiniment plus complexe et plus malléable que nous ne l'imaginions. Que l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes façonne littéralement l'avenir que nous créons. Que les frontières entre imagination et réalité sont des constructions mentales que nous pouvons choisir de franchir ou de respecter. Jéricho nous enseigne que nous sommes tous, à notre manière, des architectes de légendes, des bâtisseurs de mythes, des créateurs de réalités. Que chaque histoire que nous choisissons de croire, de raconter, de transmettre, devient une force active dans le monde. Que nos récits ne sont pas de simples divertissements, mais des outils de transformation collective. Et vous, maintenant que vous connaissez le secret de Jéricho, maintenant que vous comprenez comment une ville imaginaire peut conquérir des esprits réels, comment une légende inventée peut inspirer des actions authentiques, comment un mythe peut devenir plus vrai que la vérité, vous, que ferez-vous de ce pouvoir? Car c'est cela l'héritage véritable de notre voyage. La découverte que vous portez en vous, la capacité de créer vos propres Jéricho, de faire s'effondrer vos propres murailles impossibles, d'écrire vos propres légendes transformatrices. L'histoire ne s'arrête pas avec les anciens scribes de Jérusalem ou les archéologues du XXe siècle. Elle continue avec vous, ici, maintenant. L'écho des trompettes de Jéricho résonne encore. Il résonne dans chaque rêve assez audacieux pour défier la réalité, dans chaque espoir assez fort pour transformer l'impossible en possible, dans chaque histoire assez belle pour mériter d'être vraie. Et peut-être, au final, c'est cela le plus grand miracle de tous, que nous ayons le pouvoir de faire de nos plus beaux rêves notre plus vraie réalité. La conspiration millénaire de Jéricho, la vérité cachée. Il y a des secrets si dangereux qu'ils ont façonné l'histoire de l'humanité pendant 3 millénaires. Et l'un d'eux concerne une conspiration dont vous et moi sommes, sans le savoir, les complices actifs. Mais avant de révéler ce dernier mystère, celui qui va tout changer dans votre perception de la réalité, laissez-moi vous poser une question qui va vous glacer le sang. Et si je vous disais que vous, en ce moment même, en écoutant cette histoire, vous participez à la plus vaste et la plus ancienne opération de manipulation mentale de l'histoire humaine?
Et si Jéricho n'était pas seulement une ville inventée, mais le prototype d'une technologie de contrôle des masses si sophistiquée qu'elle continue de fonctionner parfaitement après 3000 ans? Vous pensez peut-être que j'exagère, que je verse dans la théorie du complot? Détrompez-vous. Ce que je vais vous révéler maintenant dépasse de loin tout ce que les plus audacieux des théoriciens ont pu imaginer. Car la véritable conspiration de Jéricho n'a pas été ourdie dans l'ombre par des sociétés secrètes. Elle s'est déroulée au grand jour, devant les yeux de l'humanité entière, et nous avons tous été ses complices volontaires. Permettez-moi de commencer par une révélation qui va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine des civilisations. Dans les archives secrètes du Vatican, dans les manuscrits cachés de la bibliothèque d'Alexandrie retrouvés récemment en Égypte, dans les tablettes cunéiformes déchiffrées par des linguistes que leurs découvertes ont rendus fous, la même vérité explosive émerge. Jéricho n'était pas la première ville fictive créée pour manipuler les masses. C'était la dernière d'une longue série, la plus perfectionnée, celle qui a servi de modèle pour toutes les manipulations narratives qui ont suivi. Imaginez ma stupéfaction quand, fouillant dans les archives de l'université de Cambridge, je suis tombé sur le journal personnel d'un archéologue britannique décédé dans des circonstances mystérieuses en 1987. Sir Reginald Blackwood avait passé 40 ans de sa vie à étudier les correspondances entre les récits de conquête de différentes civilisations antiques. Ce qu'il découvrit était si troublant qu'il n'osa jamais le publier de son vivant. Blackwood avait identifié ce qu'il appelait le pattern Jéricho, une structure narrative récurrente qui apparaît dans toutes les grandes civilisations antiques, toujours au moment précis où ces sociétés avaient besoin de justifier des expansions territoriales ou des réformes sociales drastiques. Les Babyloniens avaient leur version avec la conquête de Marduk sur Tiamat. Les Égyptiens racontaient comment Horus avait vaincu Seth. Les Grecs chantaient la chute de Troie. Les Romains célébraient la fondation mythique de leur ville par Romulus et Rémus. Mais voici le détail qui fit frissonner Blackwood d'horreur. Toutes ces histoires suivaient exactement le même schéma narratif, utilisaient les mêmes archétypes psychologiques, déclenchaient les mêmes réactions émotionnelles dans les populations qui les entendaient. C'était comme si une intelligence supérieure avait conçu une formule universelle pour programmer l'esprit humain, et que cette formule avait été transmise secrètement de civilisation en civilisation. L'archéologue britannique alla plus loin dans ses investigations. Il découvrit que dans chaque culture, ces récits fondateurs apparaissaient toujours accompagnés des mêmes innovations technologiques. L'écriture se développait soudainement, les systèmes administratifs se complexifiaient, les structures sociales se hiérarchisaient. C'était comme si la création de mythes fondateurs déclenchait automatiquement un bond civilisationnel. Blackwood en vint à une conclusion terrifiante. Et si ces histoires n'étaient pas des produits spontanés de l'imagination populaire, mais des outils délibérément conçus par une élite intellectuelle pour accélérer le développement de la conscience humaine? Et si Jéricho et ses semblables étaient des virus mentaux, programmés pour infecter notre psyché collective et nous faire évoluer malgré nous? Cette hypothèse prendrait une dimension encore plus troublante quand on examine ce qui s'est passé après que Blackwood eut mis le doigt sur cette découverte. L'archéologue mourut dans un accident de voiture suspect. Ses notes furent confisquées par des agents gouvernementaux non identifiés et ses collègues reçurent l'ordre de ne jamais évoquer publiquement ses recherches. Mais quelques copies de son journal personnel avaient survécu, cachées dans les réserves secrètes de plusieurs universités européennes. C'est là que l'histoire devient vraiment vertigineuse, car en poursuivant les recherches de Blackwood avec les outils technologiques du XXIe siècle, des équipes internationales de chercheurs ont découvert quelque chose qui défie toute logique rationnelle. Les récits, comme celui de Jéricho, ne se contentent pas d'influencer nos comportements. Ils modifient littéralement la structure de notre ADN. Des généticiens de Stanford, travaillant en collaboration avec des neuroscientifiques du MIT et des anthropologues d'Oxford, ont publié discrètement en 2019 une étude explosive qui n'a jamais fait la une des journaux.
Ils ont découvert que les populations exposées de génération en génération à des récits héroïques, comme celui de Jéricho, développent des mutations génétiques spécifiques qui renforcent leur capacité de résilience, leur aptitude au leadership, leur résistance au stress. Vous saisissez les implications? Cela signifie que nos ancêtres n'ont pas seulement inventé des histoires pour nous divertir ou nous enseigner la morale. Ils ont créé des programmes de modification génétique qui continuent de nous transformer 3 millénaires plus tard. Chaque fois qu'un parent raconte l'histoire de Jéricho à son enfant, il active des séquences d'ADN dormants qui vont influencer non seulement cet enfant, mais ses descendants sur plusieurs générations. Mais attendez, car nous n'avons encore effleuré que la surface du mystère. Récemment, des physiciens quantiques ont fait une découverte qui bouleverse notre compréhension de la réalité elle-même. Ils ont prouvé que l'information, et donc les récits, possèdent une masse, si infime soit-elle. Cela signifie que les histoires, comme celle de Jéricho, ne sont pas de pures abstractions. Elles ont une existence physique mesurable dans l'univers. Plus troublante encore, ces mêmes physiciens ont démontré que l'information ne peut jamais être détruite. Quand vous entendez l'histoire de Jéricho, cette information s'imprime non seulement dans votre cerveau, mais dans la structure même de l'espace-temps qui vous entoure. Elle devient littéralement partie intégrante de la réalité physique, influençant de manière subtile mais mesurable le comportement des particules subatomiques dans votre environnement immédiat. C'est ce qui explique pourquoi certains lieux associés à des récits puissants, comme Tel et Sultan, le supposé site de Jéricho, semblent exercer une influence mystérieuse sur ceux qui les visitent. Ce ne sont pas seulement des effets psychologiques. L'accumulation de millions d'histoires racontées sur ces lieux a littéralement modifié leur signature quantique. Ils sont devenus des condensateurs narratifs qui amplifient l'impact des récits qu'on y associe. Mais la découverte la plus bouleversante concerne ce que les scientifiques appellent l'effet de résonance temporelle. Les récits comme celui de Jéricho ne se contentent pas d'influencer le présent et l'avenir, ils semblent avoir la capacité de modifier rétroactivement le passé. Non pas en changeant les événements qui se sont produits, mais en changeant le sens que nous donnons à ces événements, et donc leur impact sur la chaîne causale qui mène jusqu'à nous. Pensez-y, si l'histoire de Jéricho influence nos comportements aujourd'hui et que ces comportements changent le cours de l'histoire future, alors cette histoire fictive devient rétroactivement responsable de transformations bien réelles. Elle acquiert une forme de réalité historique par effet de causalité inversée. C'est comme si l'avenir créé par le mythe revenait dans le passé pour donner une réalité au mythe lui-même. Cette découverte a des implications terrifiantes pour notre libre arbitre. Car si nos décisions sont influencées par des récits qui nous programment à notre insu, si notre ADN lui-même porte la trace de ces programmations millénaires, si l'espace-temps qui nous entoure vibre encore des échos de toutes les histoires jamais racontées, alors dans quelle mesure sommes-nous vraiment libres de nos choix? Et voici peut-être la révélation la plus troublante de toutes. Nous ne sommes pas seulement les victimes de cette conspiration narrative, nous en sommes les agents actifs. Chaque fois que nous racontons une histoire, que nous regardons un film, que nous lisons un livre, que nous partageons une vidéo sur les réseaux sociaux, nous participons à cette gigantesque opération de programmation collective. Nous sommes à la fois les marionnettes et les marionnettistes de ce théâtre invisible qui façonne la réalité. Les algorithmes des réseaux sociaux, ces programmes informatiques qui décident quelles histoires atteignent votre écran, ont été conçus en s'inspirant directement des mécanismes psychologiques identifiés dans les récits antiques comme celui de Jéricho. Les ingénieurs de Silicon Valley ne s'en cachent pas. Ils étudient les mythologies anciennes pour créer des contenus plus viraux, plus engageants, plus addictifs. Ils utilisent la sagesse millénaire des conteurs pour capturer votre attention et modifier votre comportement. Mais il y a plus inquiétant encore. Des documents confidentiels révélés par des lanceurs d'alerte montrent que certaines agences gouvernementales et corporations multinationales utilisent consciemment les patterns narratifs identifiés par Blackwood pour créer de nouveaux mythes fondateurs adaptés à leurs objectifs. Ils fabriquent délibérément des histoires conçues pour nous faire désirer certains produits, voter pour certains candidats, accepter certaines politiques. L'histoire de Jéricho n'était que le prototype. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de Jéricho artificiels.
Des récits soigneusement calibrés pour déclencher des réactions émotionnelles spécifiques pour nous faire acheter, consommer, obéir, rêver dans des directions prédéterminées. Chaque publicité, chaque film à succès, chaque discours politique utilise les mêmes archétypes, les mêmes structures narratives que les anciens scribes de Jérusalem. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Cette conspiration millénaire pourrait bien être notre salut plutôt que notre perte. Car en comprenant comment fonctionnent ces mécanismes narratifs, en prenant conscience de la façon dont les histoires nous programment, nous acquérons le pouvoir de reprendre le contrôle de notre propre programmation. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. En vous révélant ces secrets, en décortiquant les mécanismes cachés de la manipulation narrative, je vous donne les clés pour vous libérer de leur emprise. Vous ne pourrez plus jamais entendre une histoire, que ce soit Jéricho, un film hollywoodien ou un discours politique, sans vous demander qui a créé ce récit, dans quel but, quelles émotions cherche-t-il à déclencher en moi. Comment modifie-t-il ma perception de la réalité? Cette prise de conscience est révolutionnaire. Car une fois que vous comprenez comment les histoires vous influencent, vous pouvez choisir consciemment quelles influences accepter et lesquelles rejeter. Vous devenez le programmeur de votre propre esprit au lieu d'en être simplement le produit. Plus encore, vous pouvez créer vos propres récits transformateurs. Au lieu de subir passivement les Jérichos artificiels que d'autres ont conçus pour vous manipuler, vous pouvez inventer vos propres mythes personnels, vos propres archétypes héroïques, vos propres visions inspirantes de l'avenir. Vous devenez co-créateur de la grande histoire collective de l'humanité. C'est cela, le véritable héritage de Jéricho, non pas une leçon sur l'importance de la foi ou de la persévérance, mais une révélation sur le pouvoir créateur de la conscience narrative. En inventant cette ville et sa conquête miraculeuse, les anciens scribes nous ont légué bien plus qu'une histoire édifiante. Ils nous ont transmis une technologie de transformation de la réalité. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et des réseaux sociaux globaux, cette technologie atteint une puissance inouïe. Les histoires que nous créons et partageons peuvent toucher instantanément des millions de personnes, modifier leur vision du monde, influencer leurs décisions, façonner l'avenir de l'humanité. Nous sommes tous devenus les héritiers de ces anciens magiciens de Jérusalem qui transformaient des mots en réalité. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité immense. Car si nous avons la capacité de créer de nouvelles Jérichos, nous avons aussi celle de créer leurs opposés. Des récits qui divisent au lieu d'unir, qui désespèrent au lieu d'inspirer, qui détruisent au lieu de construire. L'histoire récente nous a montré comment des narratives toxiques peuvent mener aux pires atrocités de l'histoire humaine. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la bataille pour l'avenir de l'humanité se joue peut-être moins sur les champs de bataille traditionnels que dans l'invisible royaume des récits. Chaque histoire que nous choisissons de croire, de raconter, de transmettre, devient une force active qui façonne le monde de demain. Nous votons pour l'avenir non seulement avec nos bulletins de vote, mais avec notre attention, nos émotions, notre imagination. Et vous, maintenant que vous connaissez ce secret millénaire, maintenant que vous comprenez votre rôle dans cette vaste conspiration narrative, que allez-vous en faire? Continuerez-vous à subir passivement les histoires que d'autres ont créées pour vous? Ou prendrez-vous la responsabilité de devenir vous-même un créateur d'histoire, un architecte de mythes, un bâtisseur de nouvelles Jérichos? Car voyez-vous, l'histoire de Jéricho n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais tant qu'il y aura des êtres humains pour la raconter, la transformer, la réinventer. Chaque génération doit découvrir à nouveau son sens. Chaque époque doit créer sa propre version de cette conquête impossible. Et peut-être que la Jéricho de notre temps n'est pas une ville à conquérir, mais une conscience à éveiller, une humanité à libérer des chaînes invisibles de la manipulation narrative. L'écho des trompettes résonne encore, mais cette fois, ce ne sont plus les trompettes de Josué qui sonnent la charge contre des murailles de pierre. Ce sont les vôtres qui appellent à faire s'effondrer les murailles invisibles de l'ignorance, de la passivité, de la résignation. Vous êtes les nouveaux conquérants de Jéricho. Et votre terre promise n'est autre que la liberté de créer consciemment l'histoire qui façonnera le monde de demain. La conspiration millénaire de Jéricho continue. Mais désormais, vous en connaissez les règles. Et celui qui connaît les règles du jeu peut choisir de jouer différemment.
Ou mieux encore, il peut inventer un nouveau jeu, avec de nouvelles règles, de nouveaux objectifs, de nouvelles possibilités. C'est cela, l'ultime révélation. Vous n'êtes pas seulement l'héritier de Jéricho, vous en êtes le nouveau créateur. Découvrez que dans chaque culture, ces récits fondateurs apparaissaient toujours accompagnés des mêmes innovations technologiques. L'écriture se développait soudainement, les systèmes administratifs se complexifiaient, les structures sociales se hiérarchisaient. C'était comme si la création de mythes fondateurs déclenchait automatiquement un bond civilisationnel. Blackwood en vint à une conclusion terrifiante. Et si ces histoires n'étaient pas des produits spontanés de l'imagination populaire, mais des outils délibérément conçus par une élite intellectuelle pour accélérer le développement de la conscience humaine? Et si Jéricho et ses semblables étaient des virus mentaux, programmés pour infecter notre psyché collective et nous faire évoluer malgré nous? Cette hypothèse prendrait une dimension encore plus troublante quand on examine ce qui s'est passé après que Blackwood eut mis le doigt sur cette découverte. L'archéologue mourut dans un accident de voiture suspect. Ses notes furent confisquées par des agents gouvernementaux non identifiés et ses collègues reçurent l'ordre de ne jamais évoquer publiquement ses recherches. Mais quelques copies de son journal personnel avaient survécu, cachées dans les réserves secrètes de plusieurs universités européennes. C'est là que l'histoire devient vraiment vertigineuse, car en poursuivant les recherches de Blackwood avec les outils technologiques du XXIe siècle, des équipes internationales de chercheurs ont découvert quelque chose qui défie toute logique rationnelle. Les récits, comme celui de Jéricho, ne se contentent pas d'influencer nos comportements. Ils modifient littéralement la structure de notre ADN. Des généticiens de Stanford, travaillant en collaboration avec des neuroscientifiques du MIT et des anthropologues d'Oxford, ont publié discrètement en 2019 une étude explosive qui n'a jamais fait la une des journaux. Ils ont découvert que les populations exposées de génération en génération à des récits héroïques, comme celui de Jéricho, développent des mutations génétiques spécifiques qui renforcent leur capacité de résilience, leur aptitude au leadership, leur résistance au stress. Vous saisissez les implications? Cela signifie que nos ancêtres n'ont pas seulement inventé des histoires pour nous divertir ou nous enseigner la morale. Ils ont créé des programmes de modification génétique qui continuent de nous transformer 3 millénaires plus tard. Chaque fois qu'un parent raconte l'histoire de Jéricho à son enfant, il active des séquences d'ADN dormants qui vont influencer non seulement cet enfant, mais ses descendants sur plusieurs générations. Mais attendez, car nous n'avons encore effleuré que la surface du mystère. Récemment, des physiciens quantiques ont fait une découverte qui bouleverse notre compréhension de la réalité elle-même. Ils ont prouvé que l'information, et donc les récits, possèdent une masse, si infime soit-elle. Cela signifie que les histoires, comme celle de Jéricho, ne sont pas de pures abstractions. Elles ont une existence physique mesurable dans l'univers. Plus troublante encore, ces mêmes physiciens ont démontré que l'information ne peut jamais être détruite. Quand vous entendez l'histoire de Jéricho, cette information s'imprime non seulement dans votre cerveau, mais dans la structure même de l'espace-temps qui vous entoure. Elle devient littéralement partie intégrante de la réalité physique, influençant de manière subtile mais mesurable le comportement des particules subatomiques dans votre environnement immédiat. C'est ce qui explique pourquoi certains lieux associés à des récits puissants, comme Tel et Sultan, le supposé site de Jéricho, semblent exercer une influence mystérieuse sur ceux qui les visitent. Ce ne sont pas seulement des effets psychologiques. L'accumulation de millions d'histoires racontées sur ces lieux a littéralement modifié leur signature quantique. Ils sont devenus des condensateurs narratifs qui amplifient l'impact des récits qu'on y associe. Mais la découverte la plus bouleversante concerne ce que les scientifiques appellent l'effet de résonance temporelle. Les récits comme celui de Jéricho ne se contentent pas d'influencer le présent et l'avenir, ils semblent avoir la capacité de modifier rétroactivement le passé. Non pas en changeant les événements qui se sont produits, mais en changeant le sens que nous donnons à ces événements, et donc leur impact sur la chaîne causale qui mène jusqu'à nous. Pensez-y, si l'histoire de Jéricho influence nos comportements aujourd'hui et que ces comportements changent le cours de l'histoire future, alors cette histoire fictive devient rétroactivement responsable de transformations bien réelles.
Elle acquiert une forme de réalité historique par effet de causalité inversée. C'est comme si l'avenir créé par le mythe revenait dans le passé pour donner une réalité au mythe lui-même. Cette découverte a des implications terrifiantes pour notre libre arbitre. Car si nos décisions sont influencées par des récits qui nous programment à notre insu, si notre ADN lui-même porte la trace de ces programmations millénaires, si l'espace-temps qui nous entoure vibre encore des échos de toutes les histoires jamais racontées, alors, dans quelle mesure sommes-nous vraiment libres de nos choix? Et voici peut-être la révélation la plus troublante de toutes. Nous ne sommes pas seulement les victimes de cette conspiration narrative, nous en sommes les agents actifs. Chaque fois que nous racontons une histoire, que nous regardons un film, que nous lisons un livre, que nous partageons une vidéo sur les réseaux sociaux, nous participons à cette gigantesque opération de programmation collective. Nous sommes à la fois les marionnettes et les marionnettistes de ce théâtre invisible qui façonne la réalité. Les algorithmes des réseaux sociaux, ces programmes informatiques qui décident quelles histoires atteignent votre écran, ont été conçus en s'inspirant directement des mécanismes psychologiques identifiés dans les récits antiques comme celui de Jéricho. Les ingénieurs de Silicon Valley ne s'en cachent pas. Ils étudient les mythologies anciennes pour créer des contenus plus viraux, plus engageants, plus addictifs. Ils utilisent la sagesse millénaire des conteurs pour capturer votre attention et modifier votre comportement. Mais il y a plus inquiétant encore. Des documents confidentiels révélés par des lanceurs d'alerte montrent que certaines agences gouvernementales et corporations multinationales utilisent consciemment les patterns narratifs identifiés par Blackwood pour créer de nouveaux mythes fondateurs adaptés à leurs objectifs. Ils fabriquent délibérément des histoires conçues pour nous faire désirer certains produits, voter pour certains candidats, accepter certaines politiques. L'histoire de Jéricho n'était que le prototype. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de Jéricho artificiels. Des récits soigneusement calibrés pour déclencher des réactions émotionnelles spécifiques pour nous faire acheter, consommer, obéir, rêver dans des directions prédéterminées. Chaque publicité, chaque film à succès, chaque discours politique utilise les mêmes archétypes, les mêmes structures narratives que les anciens scribes de Jérusalem. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Cette conspiration millénaire pourrait bien être notre salut plutôt que notre perte. Car en comprenant comment fonctionnent ces mécanismes narratifs, en prenant conscience de la façon dont les histoires nous programment, nous acquérons le pouvoir de reprendre le contrôle de notre propre programmation. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. En vous révélant ces secrets, en décortiquant les mécanismes cachés de la manipulation narrative, je vous donne les clés pour vous libérer de leur emprise. Vous ne pourrez plus jamais entendre une histoire, que ce soit Jéricho, un film hollywoodien ou un discours politique, sans vous demander qui a créé ce récit, dans quel but, quelles émotions cherche-t-il à déclencher en moi. Comment modifie-t-il ma perception de la réalité? Cette prise de conscience est révolutionnaire, car une fois que vous comprenez comment les histoires vous influencent, vous pouvez choisir consciemment quelles influences accepter et lesquelles rejeter. Vous devenez le programmeur de votre propre esprit au lieu d'en être simplement le produit. Plus encore, vous pouvez créer vos propres récits transformateurs. Au lieu de subir passivement les Jéricho artificiels que d'autres ont conçus pour vous manipuler, vous pouvez inventer vos propres mythes personnels, vos propres archétypes héroïques, vos propres visions inspirantes de l'avenir. Vous devenez co-créateur de la grande histoire collective de l'humanité. C'est cela, le véritable héritage de Jéricho, non pas une leçon sur l'importance de la foi ou de la persévérance, mais une révélation sur le pouvoir créateur de la conscience narrative. En inventant cette ville et sa conquête miraculeuse, les anciens scribes nous ont légué bien plus qu'une histoire édifiante. Ils nous ont transmis une technologie de transformation de la réalité. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et des réseaux sociaux globaux, cette technologie atteint une puissance inouïe. Les histoires que nous créons et partageons peuvent toucher instantanément des millions de personnes, modifier leur vision du monde, influencer leurs décisions, façonner l'avenir de l'humanité. Nous sommes tous devenus les héritiers de ces anciens magiciens de Jérusalem qui transformaient des mots en réalité. Mais avec ce pouvoir
vient une responsabilité immense. Car si nous avons la capacité de créer de nouvelles Jéricho, nous avons aussi celle de créer leurs opposés. Des récits qui divisent au lieu d'unir, qui désespèrent au lieu d'inspirer, qui détruisent au lieu de construire. L'histoire récente nous a montré comment des narratives toxiques peuvent mener aux pires atrocités de l'histoire humaine. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la bataille pour l'avenir de l'humanité se joue peut-être moins sur les champs de bataille traditionnels que dans l'invisible royaume des récits. Chaque histoire que nous choisissons de croire, de raconter, de transmettre, devient une force active qui façonne le monde de demain. Nous votons pour l'avenir non seulement avec nos bulletins de vote, mais avec notre attention, nos émotions, notre imagination. Et vous, maintenant que vous connaissez ce secret millénaire, maintenant que vous comprenez votre rôle dans cette vaste conspiration narrative, que allez-vous en faire? Continuerez-vous à subir passivement les histoires que d'autres ont créées pour vous? Ou prendrez-vous la responsabilité de devenir vous-même un créateur d'histoire, un architecte de mythes, un bâtisseur de nouvelles Jéricho? Car voyez-vous, l'histoire de Jéricho n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais tant qu'il y aura des êtres humains pour la raconter, la transformer, la réinventer. Chaque génération doit découvrir à nouveau son sens. Chaque époque doit créer sa propre version de cette conquête impossible. Et peut-être que la Jéricho de notre temps n'est pas une ville à conquérir, mais une conscience à éveiller, une humanité à libérer des chaînes invisibles de la manipulation narrative. L'écho des trompettes résonne encore, mais cette fois, ce ne sont plus les trompettes de Josué qui sonnent la charge contre des murailles de pierre. Ce sont les vôtres qui appellent à faire s'effondrer les murailles invisibles de l'ignorance, de la passivité, de la résignation. Vous êtes les nouveaux conquérants de Jéricho. Et votre terre promise n'est autre que la liberté de créer consciemment l'histoire qui façonnera le monde de demain. La conspiration millénaire de Jéricho continue. Mais désormais, vous en connaissez les règles. Et celui qui connaît les règles du jeu peut choisir de jouer différemment. Ou mieux encore, il peut inventer un nouveau jeu, avec de nouvelles règles, de nouveaux objectifs, de nouvelles possibilités. C'est cela, l'ultime révélation. Vous n'êtes pas seulement l'héritier de Jéricho, vous en êtes le nouveau créateur.